Bonjour et bienvenue à tous à ce tout nouvel épisode d'un podcast parmi tant d'autres. Ce balado à saveur culturelle qui se concentre sur une année précise de notre passé. Cette semaine, on se gâte avec une année bonbon personnellement que je capote. 1998 à l'aide de nos collaborateurs Seth the Red ainsi que JP. Alors, je vais tout doucement demander à qui est-ce que je pourrais demander. Comment ça va, Ced, en cette belle journée? Ça va bien, justement, j'avais oublié de faire quelque chose. Commence avec JP, puis je reviens. Parfait. Alors, je tourne la POC directement de Québec City. Comment est-ce qu'il va, le JP, en cette belle journée qu'on ne sait pas si c'est l'hiver, l'automne, l'été ou le printemps? Oh, ça va très bien. Surtout, j'ai un peu plus de difficultés depuis que là, je sais pas quelle date on est. Hein? Ça, c'est un peu plus tard. Oui. Mais non, ça va bien. Écoute, soirée avec des potes. Ben oui. Soirée avec des potes. Bien manger, bien bu. Écoutez Astérix et Obélix. Mission Cléopâtre, je vous le conseille. Écoutez. Oui, mais Monica Bellucci. Oh, elle est toujours aussi belle, hein? Toujours aussi belle. Toujours aussi belle. Non, mais ça va très bien. Écoute, on en profite. On arrive vers la fin de l'année. Parfait. Bon, ben, je passe la POC directement de Long Beach, pas à LA, bien sûr, mais directement le 450. Seth, comment est-ce qu'il va aujourd'hui? Ça va bien, oui, c'est ça, ça me prenait un petit peu de temps pour... j'avais oublié de sortir la couleur de... Benjamin Moore. Ben, est-ce que tu as pris une compagnie québécoise cette fois-ci ou c'est encore Non, Benjamin toujours Moore? pas. Benjamin Moore, OK, qui, parfait. espérons, deviendra notre commanditaire. Alors aujourd'hui, je me sens comme la couleur écureuil volant. Ah, C'est quoi cette couleur-là? Écureuil volant, selon vous, ça ressemble à quoi? Ça pourrait ressembler à quel type, brun, quelle palette? Brun, on est... Oui, quand même. Ouais, Moi, ouais. il y a du brun, Un, il y a du gris. un marron clair classique aux notes de brun terreux, qui est aussi des fois désigné comme étant champignon sauvage. Alors, le code de cette couleur est le 1054. Oh, parfait. Ben, merci infiniment. Puis sinon, je reviens rapidement à JP. J'ai complètement oublié. Est-ce que tu as quelqu'un de né ou décédé en 1998? As-tu choisi? Et pourquoi? Hey, attends un peu, je suis en train de regarder la 1054. Il n'y a pas de problème. Je peux retourner. C'est super fluide. Il n'y a pas de problème. On fait des zigzags. Il n'y a pas Pendant de ce problème. temps-là, Ced. moi, si je vous dis Ben oui. les cornichons, de la moutarde, du pain du beurre, des petits oignons, des confitures et des œufs durs, des cornichons, ça vous dit quoi? Nino Ferrer. Nino Ferrer, exactement. Bonne réponse. C'était pas Oui. ça aurait pu être une... Je pourrais faire ça à l'Historico Quiz, chanter et demander qui a... Ben, juste pas trop voler ma job, s'il te plaît. Mais oui, vas-y. Alors, Nino Ferrer, oui, justement, qui est né... en fait, de son vrai nom, commençons de son vrai nom, Nino Agostino Arturo Maria Ferrari. C'est un chanteur, auteur, compositeur français, d'origine française et italienne, né le 15 août 1934 à Gênes, en Italie, et il est mort le 13 août 1998 à Montcuq. Et ce n'est pas une blague. À Montcuq. Montcuq, ou Montcuq, ville de France. Il est connu pour ses chansons Le Sud, Les Cornichons, que je vous ai brillamment interprété, le Mirza, le téléphone aussi, là, tu sais, je pense que c'est le Gaston, il y a le téléphone qui sonne, je crois que c'est celle-là. Et aussi une belle chanson, La Rua Madurera. Alors, oui, c'est ça. En 1998, la mort de Nino Ferrer. Ben, merci. Puis je passe la POC directement à Québec. JP, quelqu'un qui est né ou décédé en 1998. On va prendre quelqu'un qui est né, juste pour qu'on se sente vieux. Je fais par exprès. Au 1998, Mr. Beast est né. Ben oui. Hein, ça donne ça un petit coup de vieux, les boys? Oui, un petit coup de vieux, oui. Ced, est-ce que tu connais Mr. Beast? Et non, ce n'est pas un acteur porno. La bête. Oui, quand même, ouais, je le... Bon, disons, on entend un petit peu moins parler. Il y avait comme un gros buzz il y a quelques années. Il est encore... Encore maintenant, là, c'est Il en sort encore des vidéos là, comme youtubeur, tu sais. Ben là, c'est plus moi, des j'ai émissions jamais maintenant, trop je crois, suivi. comme sur Prime qui fait style émission, comment ça s'appelle, le Squid Game, là, un peu des jeux comme ça. Là, fait que... Sur ce procédé-là, moi, j'avais vu ça. C'est la dernière chose que j'ai vu passer de lui, effectivement. Donc, Mr. Beast, 27 ans. Hein? Ça fait ça? Quand on dit que 1998, moi, je pense qu'on est des 87, 86, 88, c'est ça ici? Exactement, oui. Tu sais, écoute, il y a une petite différence d'âge, mais ça fait. J'ai regardé ça un matin. J'étais comme, bon, ben, c'est qui je vais choisir?
Puis je suis tombé sur MrBeast, tout simplement le YouTuber le plus rentable quasiment de l'histoire, là, on se le cachera pas. Là. Lui, il est connu partout sur tous les continents. 27 ans, c'est pas vieux. Fait qu'on va voir ce qu'il va encore faire pour les 10 prochaines années. Hein. J'ai très hâte de voir ça. Ben oui, absolument. C'est hallucinant. J'ai vu voyons, son network qu'on appelle, là, sa masse salariale. C'est assez impressionnant. Hein? Combien? Ah non, ben je vais revenir, mais c'est plusieurs dizaines de millions, ça c'est sûr certain, mais il paraît que c'est à chaque fois qu'il gagne l'argent ou pas de même, c'est qu'il remettait toujours de l'argent dans ses émissions, plutôt ses épisodes, d'où le pourquoi que c'est comme il y a eu un gros buzz. Tu sais, je l'ai vu quelques fois, je comprends, mais c'est bon, mais son qualité, ses vidéos, complètement bien des youtubeurs. Ah, ça, oui, avec les millions. Ouais. Il sait comment monter, là, il sait expliquer un peu, il sait comment attirer l'attention. C'est tout le temps des shorts, des images short, ça change tout le temps, fait que ça fait que tu restes... Moi, je regardais, des fois, souvent, il réussit à te faire écouter une vidéo de 10 minutes, alors que, de nos jours, c'est assez compliqué des fois d'avoir de l'attention, mais c'est ça, c'est que t'es tout le temps des plans à chaque 1 ou 2 secondes, il change de plan, fait que t'es comme... je sais aussi qu'il fait traduire en différentes langues, c'est aussi qui était quand même assez intelligent de lui, c'est un Américain, je crois, mais... il le fait traduire en français, il doit le faire traduire dans toutes les langues, fait que c'est sûr qu'après ça, tu vas chercher mondialement plus de monde aussi. Ben déjà, en anglais, tu as une bonne base, on ne Ouais. le cachera pas. Là. Comparativement à notre podcast qui est juste en français, lui, il est en anglais, donc il passe déjà là plus facilement la barrière de la langue. Mais effectivement, plus qu'il traduit, plus il met beaucoup d'argent là-dedans. Puis ça paraît, il y a une qualité dans ses vidéos. Moi, c'est pas mon youtubeur préféré, tout simplement parce que c'est pas mon style, c'est correct. Mais je peux comprendre pourquoi il y a beaucoup de personnes qui le suivent. Il a un talent, là. Il a un talent certain, puis il a réussi à rouvrir la voie à plein d'autres youtubeurs sur cette façon de faire-là. T'sais. Comme ça te disait, il change plus souvent les plans, il attire tout le temps l'attention. Il s'arrange pour faire il s'arrange pour mettre des termes pour que tu puisses cliquer dessus. Là. Tu vois sa vidéo de MrBeast, c'est tout le temps un petit quoi. Là, il a compris à la game. Il a compris à la game, puis je pense même qu'il fait partie de ceux-là qui l'a fait évoluer. Là. Puis une autre personne qui a compris la game, Jean Marais, qui est né le 11 décembre 1913, décédé le 8 novembre 1998. Donc j'ai choisi justement ce grand acteur et comédien de théâtre. C'est un acteur qui est fétiche de Jean Cocteau. Puis c'est une star de cinéma, de cap et d'épée, un artiste multitalent. Donc, Jean Marais a marqué le cinéma français par ses rôles romantiques et héroïques, puis son engagement physique spectaculaire, puis une seconde carrière de sculpteur et de potier. Est-ce que vous saviez ça, Jean Marais? Non, je le connaissais parce que il était avec Jean Cocteau, je crois, ils ont sorti ensemble et tout, mais moi j'aimais beaucoup ce que Cocteau faisait, mais non, je ne sais pas que Jean Marais est un potier. Écoute, tu viens de m'apprendre que Jean Cocteau était aux hommes. Ben, c'est parfait. Donc, ce monsieur-là, justement, qui est né à Cherbourg en 1913, qui a grandi dans une famille modeste, multiplié les petits emplois à Paris et tout. Donc, c'est ça. C'est vraiment été un grand acteur et tout, sculptiste vers la fin. Donc, puis avec son alliance de l'univers poétique dans Jean Cocteau qui a défini durablement son image. Donc, voilà. Donc, je voulais faire un petit côté français un peu pour les boomers et français de ce podcast. Et d'ailleurs, les gens de peu partout dans le monde, là, on regarde des statistiques de plus en plus. Ouais. Le mois passé, il y a quelqu'un, soit qui a pris un VPN qui s'est mis en Allemagne ou qui a vraiment un Berlinois ou un Allemand qui nous écoute. Alors, si tu nous écoutes, écris sur Internet pour dire, oui, c'est ça, Ich liebe dich. Et Dankeschön. Donc, merci infiniment. Puis écoutez, s'il y a des Français, des Brésiliens, peu importe dans le monde qui nous écoutent, écrivez-nous sur les réseaux sociaux, ça va nous faire plaisir. Écoutez, si ça peut sortir du Québec, on va être très contents. Et abonnez-vous à notre Patreon qui n'existe toujours pas. Mais abonnez-vous quand même. Exactement. Oui, absolument. On veut votre argent. Il y aura plein de vidéos, les vieux vidéos, mettons, tu sais, de quand il était dans le temps du cinéma. Peu importe, on va mettre du stock là pour vous, là, ça va nous faire plaisir. Donc voilà, tout ça pour revenir avec Jean Marais, qui est mort à 84 ans le 8 novembre 1998. Donc sur ce, les boys, est-ce que vous êtes prêts à commencer cette magnifique année? Sortir vos jeans baggy, écouter du new metal, puis vous trouvez cool? Yo. On est toujours cool. Ben, on est tout le temps cool. Ben oui, c'est parfait. Ah oui, ça n'a jamais changé, ça. Parfait. Puis Seth, es-tu prêt? Oui. All right. Parfait. Oui, donc. Yeah. Yeah.
Alors, passons maintenant aux événements marquants de l'année 1998. Commençons avec en premier le lancement de Google. Larry Page et Serge Brin lancent Google, un moteur de recherche révolutionnaire. Ensuite, Google établit son premier bureau dans un garage. Le saviez-vous? Oui, je savais, mais les gens aussi à la maison, si les gens se souviennent de Toile du Québec, écrivez-nous aussi. Moi, je m'ennuie de ça. Je veux la disparition de Google et le retour de la Toile du Québec. Copernic aussi. Oh my God, oui. Et Caramel, tant qu'à être. Et on poursuit avec l'introduction de l'euro, qui est officiellement adopté comme monnaie commune par 11 pays de l'Union européenne. Il y a le lancement de Windows 98. Microsoft lance une nouvelle version de son système d'exploitation. La publication du Star Report, le rapport détaille les faits entourant le scandale Clinton-Lewinsky. Je sais que ça m'a fait beaucoup Le cigare, ça? Ouais, c'est ça fait beaucoup jaser à l'époque. Ensuite, l'élection d'Hugo Chavez, qui est élu président du Venezuela, qui est toujours un peu d'actualité, je pense, en ce moment. Effectivement. Alors, beaucoup d'actualité. tempête du verglas au Québec qui paralyse le Québec, causant des dégâts majeurs. Ça aussi, ça avait été quand même marquant. L'approbation du Viagra, le médicament contre la dysfonction érectile, est approuvée. Quel matin! Vous vous souvenez pas de la pub? Non? Non? La pub, il y avait une pub d'un gars qui... Je pense qu'il y avait un gars, pas après ça, c'est une fille, là, tu sais. Il chantait Tous quel les matin, quel matin, il y a du bonheur chez vous. La personne trop contente là, qui sort de elle chez sautait, lui. là, puis elle faisait des sauts de lapin. Là. Oui, ok, je m'en souviens. Oui. Alors, Titanic, le film Titanic gagne 11 Oscars. Le film reçoit 11 Oscars, dont celui du meilleur film. Moi, je me souviens d'avoir vu ça dans une salle de cinéma. C'était, je pense, la fois où la salle était le plus bondée de monde. C'était plein. C'était inondé de monde. Ouais. Oh. Bon jeu de mots. Oh, JC est allé là. Ouais. Voilà. Excusez-moi, c'était peut-être trop fort. On continue. Le Titanic, oui, ça on en a parlé. Napster Beta est lancé, première version d'un service de partage musical en ligne. Moi, j'ai pas trop connu ça, mais je pense que Gis... Oui. Tu sais, quand tu downloadais quelque chose, puis finalement, à la fin, après 72 heures, tu te rendais compte que c'était pas la bonne chose. Ouais, puis finalement, c'est ça, c'était un meurtre alors que tu downloadais une chanson toute joyeuse. Oui, Napster. La France gagne la Coupe du Monde. Victoire de 3-0 contre le Brésil en finale. La France remporte la Coupe du Monde de football pour la première fois. L'a remporté par la suite une autre fois, si je me souviens bien. Ouais, une autre fois, ça c'est sûr. Ouais, juste deux fois. Mais 2 ans après, c'était à l'Euro qu'ils ont gagné contre les Rital. Les Italiens. Ouais, mais ils ont regagné la Coupe du Monde après, non, ça? Je crois que oui, avec Jacques Aimé, je crois. Oui, qui était pas président, mais coach. Oui, absolument. Je me souviens plus en quelle année. Mais Deschamps, non? Didier Deschamps qui était rendu coach. Didier Deschamps. Si les Français m'écoutent, mais qu'est-ce qu'il fout, ce connard? Abonnez-vous à notre Patreon. Abonnez-vous. Alors, aussi, ça, je me souviens à l'époque, Mark Maguire. Ça vous dit quelque chose? Oui. Oui. Baseball. Au baseball, il bat un record avec 70 coups de circuit en une saison de baseball. Je crois aussi surtout qu'il était pas mal shooté aux stéroïdes ou quelque chose comme ça, il me semble. Non, il était bon. Ah ouais? Il n'y avait pas, il me semble. Le retour de Lance Armstrong qui est annoncé, qui reprend sa carrière de cycliste après un cancer. Alors, c'est ce qui conclut les événements marquants de l'année 1998. Je passe la rondelle ou je passe le guidon du vélo. Jean-Christophe me fait des signes de ne pas envoyer le guidon à lui, parce que je crois qu'il n'a pas trouvé encore sa page Wikipédia. Alors, j'envoie le tout à JP. Fake news. Fake news. Qui va embarquer sur son vélo et pédaler jusqu'à c'est ça. C'est à toi, JP. OK, je prends la suite. JP, qu'est-ce qui s'est passé dans le cinéma en 98? 98, c'est une grande année, personnellement. Là. Ça a été très, très difficile de faire des choix au niveau des films puis d'en parler. Je sais pas pour vous, autant au niveau de la musique ou au niveau du tout, là, faire une sélection. Ça a été extrêmement difficile pour ceux-là que je vais parler. Mais grosse année au niveau des films. Très, très grosse année. Je vais commencer par la base qui est sortie, que tout le monde connaît. Il y a eu Truman Show. Vous vous souvenez avec Jim Carrey, qui était un excellent film. Il y avait Ed Harris là-dedans, qui est un acteur que j'apprécie particulièrement. Souvent, quand je vois Ed Harris, c'est un film que je vais écouter. Il y a eu The Big Lebowski, qui est vraiment une comédie que à chaque fois que je réécoute, sincèrement,
J'adore ce film-là. Ça se tient pas. C'est pas sérieux, mais il y a un humour là-dedans là, qui, à chaque fois, que je trouve qu'on ne retrouve plus dans les films actuels. Mais The Big Lebowski, fait par le Joan Cohen et Ethan Cohen, les frères Cohen, finalement, qui est un super de bon film. Si vous n'avez jamais écouté ça, prenez le temps. Aussi, ce qui est sorti, American History X, ça, c'est pas fait pour tout le monde. C'est vraiment pas fait pour tout le monde. C'est avec Edward Norton. Film très violent, mais qui explique beaucoup de choses. On se situe dans les années 90, bien sûr, mais on voit un petit peu le côté de l'extrême droite des nazis. Là. On est vraiment des néo-nazis. Là. On voit vraiment un petit peu comment ça fonctionne. On suit Edward Norton qui est là-dedans, qui fait de la prison, puis quand il ressort de prison, on se rend compte un petit peu comment sa secte fonctionne, parce que c'est carrément une secte un peu là, dans ce film-là. Comme un petit peu tout ce style d'idéologie-là, que ce soit à droite, à gauche ou dans le centre. Non, très, très bon film. Je vous le recommande. Il faut vraiment écouter ça au moins, ce film-là, une fois dans sa vie. Il faut sauver le soldat Ryan, film de Steven Spielberg, qui est encore là. Avec comme je Matt Damon. Matt Damon! Ouais, mais moi, personnellement, ce qui me touche le plus, que je trouve drôle quand je réécoute ce film-là, c'est de voir Vin Diesel dans ses débuts. Oui, ça, tu viens de me l'apprendre, oui. Il est où? Il fait l'obus? Non, il fait pas l'obus, malgré qu'il pourrait le faire, là. Mais dans le temps que, tu sais, je trouve que... Il conduit une voiture. Moi, quand j'ai remarqué qu'il y avait Vin Diesel là-dedans, j'ai fait... Hein? OK. C'est toujours le fun de reculer un peu dans les années puis de voir où est-ce que les acteurs ont commencé puis qui ont fait des bonnes choses ou comme des moins bonnes choses, tu sais, ça vaut la peine. Cette année-là aussi, un petit film là, de gangster comédie que j'adore, c'est Arnaque, crime et botanique. Super de bon film par Guy Ritchie aussi. Il y a Vinnie Jones là-dedans, on en a déjà parlé dans un autre podcast, qui est un acteur que j'apprécie particulièrement, acteur britannique. Il y a la gueule de l'emploi. Juste pour sa gueule. Faut que vous écoutiez ça. Ça vaut vraiment la peine. Petite chose aussi, vous souvenez-vous, il y a eu des débuts de films qui ont eu des remakes, qui ont pogné une couple d'années plus tard. Ring, film japonais, un film d'horreur. Oui. C'est quelque chose? Oui, absolument. Oui, c'est quand même assez culte. Ouais. Ça a été culte, mais cette année-là, ça a été la version originale japonaise est sortie. Ringu, qu'on appelle, qu'on a revu plus tard. Puis, c'est quand même un beau petit film d'horreur. Mais il y a des films qui m'ont un petit peu plus marqué dans cette année-là, comme Le Masque de Zorro, que j'avais adoré. Quand je réécoute encore là, avec Catherine Zeta-Jones, toujours aussi magnifique, cette femme-là, d'ailleurs. Puis Antonio Banderas. Oui, c'est ça. Johnny Drapeau. Johnny Drapeau était là-dedans. On va l'appeler comme ça. Mais il y a Anthony Hopkins et tout qui faisait le vieux Zorro qui est oui, c'est vrai, oui. C'est vrai que c'était bon, ça. Tu me donnes un peu de super de bon film. Sincèrement, là, c'était bien fait. C'est un film d'aventure. Il y a tout là-dedans. Vraiment bon. Suivi d'Armageddon. Tout le monde a déjà écouté ça ou tout le monde en a déjà entendu parler. Film fait par Michael Bay. Et on va aller vers Vos Amours. J'espère que vous vous souvenez de ce film-là. Le premier Taxi. Oui. Le premier Taxi est sorti en 98. Il a pas mal vieilli. Ça vaut la peine. Des petits films. La bande sonore est extraordinaire aussi. Il y a plein de bons rap là-bas. Non, c'était c'est vraiment une bonne année, 98. Là. C'est hallucinant. Ouais, c'est fou. Un des meilleurs films de 98, je pense qu'il y a Babe, le cochon dans la ville. Oui, tu ris, mais même encore là, t'allais en parler vite, mais c'est un bon film aussi. Écoutez avec les enfants un dimanche, là, Babe puis Small Soldiers. Je sais pas, là, mais moi, quand j'ai revu ça, Small Soldiers, je fais, c'était quoi ça? C'était des figurines de soldats qui étaient vivantes puis qui se battaient contre d'autres. Tu sais, Small Soldiers, ça me fait penser à c'est un Toy Story, OK? Disons ça de même. C'est des jouets qui sont vivants, mais version un peu plus pour adultes. C'était quand même pas pire, ce film-là. J'avais bien aimé à l'époque. Je l'ai réécouté il y a peut-être 2-3 ans avec mon neveu. Là, c'était vraiment cool. Mais tu sais, il y a tellement de films, même autant pour les adultes que pour les enfants. Là, 98, il y a des trucs quand même assez intéressants. Un truc qui a moins bien passé pour moi, c'était le deuxième Visiteur, qui est quand même un très bon film français. Une belle comédie, mais ça va pas le premier. Non. Ils ont étiré la sauce sur ce qui pognait dans le premier, mais ils l'ont un petit peu trop abusé, je trouve. Oui, c'était ça. Puis après ça a été de pire en pire, mais tu sais, Visiteur 2 est plus potable que Visiteur 3, mais moins potable que Visiteur 1. On va dire ça comme ça. Oui, effectivement. J'ai revu ça, puis
j'ai revu des films comme Vampire. Ça, là, c'est un film de John Carpenter. Je me souviens, quand j'étais jeune, on avait écouté ça à l'Halloween. J'avais eu à chienne. C'est dessus l'histoire des chasseurs de vampires. Tout se passe bien au départ, jusqu'à temps qu'il y ait un vampire alpha, on va dire le Dracula, qui détruit toute sa team de chasseurs de vampires, puis que c'est là que l'histoire commence. Film très dur. On est vraiment dans les années 90, hein, c'est pas la même saveur. Mais Vampire comme film d'horreur de John Carpenter, moi j'avais adoré. Puis je vais adorer la réécouter dans une couple d'années. L'homme au masque de fer. Oui. C'est ça, avec John Malkovich, que j'adore toujours, qui est super de bon acteur, avec Leonardo DiCaprio, très jeune à cette époque-là. Et le russe aussi, oui. Et le russe, oui, Oui. est-ce que tu parles comment je pourrais dire ça? De l'acteur russe le plus connu au monde? Oui, celui qui parle de Fion, là. De Fion, oui, c'est ça. C'est pas français, lui, il est russe. On en avait jasé la dernière fois. Film également que je voulais parler vite, que j'ai toujours trouvé intéressant, puis passe son âme de Robin Williams, Patch Adams, Dr. Patch Adams. Ah oui, extraordinaire. Un film extraordinaire, effectivement. Si vous voulez pleurer, écoutez ce film. Sinon, si vous pleurez pas à ce film-là, c'est que vous n'avez pas d'âme. Vous n'avez pas d'âme. Vous n'avez pas d'âme, il n'y a rien à faire avec vous. Super de bon film. Très, très humain. La dernière fois que je l'avais écouté, je fais comme, tu sais, on suit un docteur qui essaie un nouveau procédé, une nouvelle façon de faire pour pouvoir aider ses patients avec de l'humour, plus d'humanité aussi. Ça vaut la peine, ça vaut le détour. C'est pas un film sérieux, c'est un film qui est sérieux, mais avec la comédie, ce que Robin Williams était capable de faire. Très, très bon film à écouter au moins une fois dans sa vie. Puis je voulais terminer avec Le Négociateur. Tu sais, Négociateur, c'est sûr qu'aujourd'hui, quand on en parle, Kevin Spacey est un petit peu, comment je pourrais dire, out of the maps. Je croyais que tu allais parler du film de Claude Poirier, Le Négociateur. Non, ce coup-là, je parle avec Kevin Spacey puis Samuel L. Jackson. Je l'ai réécouté il n'y a pas longtemps. Ça a donné de même, puis qu'on est tombé dans 98. Puis encore là, on a encore la saveur des années 90 qui est... tu sais, il y avait une façon de voir puis une façon de faire les films à cette époque-là que j'adore, qui me rend nostalgique. Puis ça, j'adore ça. Puis je l'ai terminé. Dernière chose, ça a l'air de rien, mais il faut quand même en parler parce qu'il y a eu beaucoup de films qui ont suivi par la suite. Le premier, Rush Hours, avec Jackie Chan. Tu sais, on était à l'époque des films de Jackie Chan, hein, des films d'arts martiaux, le style de Jackie Chan, là, on le voit plus aujourd'hui. Ouais. Mais c'était très drôle. Tu sais, moi, je voulais en parler parce que ça m'a tellement fait rire. J'ai grandi avec Jackie Chan, ces films, ce type de films-là. Que je trouvais ça important d'en parler. Puis bien sûr, on va parler d'autres films, mais je l'ai terminé avec Rush Hour pour le début de la chronique. Puis moi, il y avait juste trois autres petits films aussi que j'avais bien aimé rapidement. Moi, il y avait Cour, là, la cour. Film de Tom... J'allais en parler, mais c'est correct. T'en parles dans ta chronique? On va couper. Non, mais Cour, la cour, oui, c'était un film, quand c'était sorti, là, c'était intéressant, hein? C'était spécial, surtout toi, t'as été dans le cinéma. Mais je pense que je l'avais vu après, moi, c'est ça, un petit peu après. Là, Un petit peu après. Ouais. Mais, tu sais, c'est sûr que si tu as étudié dans le cinéma, tu as pris le temps d'apprécier Cour la cour. Ouais. Effectivement, l'histoire, tu suis une femme qui court, mais faut écouter pourquoi elle court, ça vaut la peine de savoir. Le début de ce film-là était intéressant parce que tu comprends pas ce qui se passe. Tu suis une fille qui court, puis elle t'explique vite pourquoi elle court à ce moment-là. Super de bon film. Merci d'en avoir parlé. Fait que, tu sais, ça règle le problème. Il me reste juste 2 films après ça à parler. Puis il y avait aussi, tu parles-tu de Las Vegas, Fear and Loathing in Las Vegas? J'allais en parler vite, mais... OK. Bon, non, mais c'est correct. On va en parler tout de suite. Un film que tu parleras pas, c'est There's Something About Mary. Ça, je suis sûr que tu n'en parleras pas. Ça, j'en parlerai pas. Ça, un film avec Ben Stiller et Cameron Diaz. Mais... qui était quand même drôle. Peur et dégoût à Las Vegas, c'est surtout que on va le faire là. Ce qui est intéressant, c'est que tu suis un journaliste sportif qui a déjà existé. Ouais. OK, oui, ils l'ont embelli, là, mais je pense que c'est pas tant embelli que ça. C'est un gars un peu bizarre. Puis c'est surtout avec Johnny Depp là-dedans, il est insensé. Plus son avocat. Je sais pas si tu te souviens de la scène de son avocat, qu'il est dans le bain avec un toaster. Ouais, ça me dit quelque chose, ouais. Tu sais, son avocat, il est complètement sauté du bocal, il est complètement gelé. Il essaie de se suicider. Tu tombes.
tu tombes sur des prises de vue, des fois, là, tu fais comme, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que dans Peur et dégoût à Las Vegas, tu suis un gars qui prend toutes les drogues de la planète. On dirait que c'est ça son but, OK, réellement. Fait que, tu sais, en passant, vous écoutez pas ça avec des enfants, là. C'est un film d'adulte. Pas sérieux, mais c'est un film d'adulte. Mais t'as des prises de vue, des fois, là. Ouais, tu rentres dans la tête du gars, là. Tu sais, comment tu fais pour avoir la place? Tu sais, t'es à l'hôtel, il se réveille le lendemain matin, il y a de l'eau partout, il y a une queue de dinosaure. Tu sais, t'as des trucs là-dedans, là, tu sais, comme, qu'est-ce que c'est ça? Finalement, tu te rends compte que tu rentres dans la tête d'un gars qui est drogué, puis tu te mets à sa place. Fait que, tu sais, ils ont super bien fait ça, mais Peur et dégoût à Las Vegas, j'allais en parler vite, mais je suis content que Seth t'ait ouvert le dossier, si je peux dire, parce que ça, c'est un film que ça a marqué tout le monde à notre époque. Hein. On en a tous parlé au moins une fois entre amis. As-tu déjà vu ce film de gelé-là? Oui, tu sais, moi, je le mets à côté de Trainspotting, tu sais, Ferro-du-Pat, des choses comme ça. Là. On est dans un monde totalement décalé, complètement free, puis le réalisateur, il s'est gâté là, dans ces films-là. Dans ce type de film-là, les réalisateurs peuvent se gâter. Super de bon film, Peur et dégoût à Las Vegas. Juste pour au moins vous rencontrer le pire avocat de la planète, ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Bon, ben c'est parfait. Puis moi, je vais y aller short and sweet parce qu'il y a tellement de bandes de CD qui est sorti. C'est hallucinant en 98. Qu'est-ce que je vais vous demander? Je vais toutes vous lister les bandes, puis dites-moi votre album préféré dans tout ça. Puis j'espère qu'il y en a un parce que c'est débile. Écoutez ça. Au Québec, Daniel Boucher, 10 000 matins. J'ai adoré cet album-là. Un des premiers albums des Cowboys Fringants sur mon canapé, qui est pas mal le premier, en fait, là, un double album. Celle on l'avait à la maison. Excellent album. Il y avait Paul Piché, l'un des siens. Il y avait bien sûr l'histoire qui a pour lieu 482. Ah oui. Est venu le temps des cathédrales. Voilà, donc Notre-Dame de Paris, hein, version québécoise. Et pour terminer, La Chicane en catimini, qui a été quand même, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça a été un très gros tube, comme disent nos cousins français. Je m'en vais maintenant dans le rock metal en 98, c'est hallucinant. Attachez-vous. Korn avec Follow the Leader, qui a été un des plus gros hits de 98. Metallica avec Garage Inc. Bon, c'est ça. Il y a quand même à noter aussi System of a Down qui a sorti leur premier album. Hein. Sinon, je vais pas passer beaucoup de temps parce que je l'emmerde ce gars. Marilyn Manson avec Mechanical Animal. Il y a aussi The Offspring avec Americana. Si bol, hein. Oh, c'était quelque chose. Emblème de punk, c'est débile. Fear Factory avec Obsolete. Mon frère m'avait pas mal fait écouter ça, Yorick, là, qui est du métal industriel excellent. Il y a Rob Zombie avec Hillbilly Deluxe. C'était-tu là-dessus qu'il y avait Dracula? Yeah, Dracula! Ouais, ok, ouais. Oh oui, ah non, c'est extraordinaire. Puis ça, c'était son premier album depuis White Zombie, mais ça a été un tour de force qui l'a mis directement sur la map de OK, c'est White Zombie, maintenant c'est Rob Zombie. Ouais. C'était pas mal dans la même tangente, un petit peu moins garage dans le son, plus électro des fois dans le son. Extraordinaire. Il y a aussi Garbage, qui est un excellent groupe canadien, qui a sorti son version 2.0. Sinon, côté français, rapidement, un autre gars que j'emmerde profondément, Noir Désir, des visages et des figures. Si vous avez un peu... Profondément, je suis curieux. Demandez aux femmes, vous allez avoir la réponse. Sinon, il y a Louise Attaque, premier album qui est sorti, qui a été un hit. Ça, je l'ai écouté. C'est extraordinaire. Prenez le temps d'écouter ça. C'est un excellent album, je dirais rock alternatif, des fois quand même doux là, dans le son, mais en tout cas excellent. Sinon, il y a Indochine, bien sûr, qui a fait un retour fort avec 666.667 Club. Sinon, il y a Massisteria, qui est un groupe industriel français, vraiment, là, les vrais savent. Sinon, il y a qui d'autre? Et côté rap français. Écoutez, dans le rap français, c'est hallucinant. Là. Je crois que dans toutes les années de rap, en 98, c'est le rap français qui a dominé complètement. Il y a Supreme NTM avec Nick ta mère. Hein, Ced? Supreme NTM. Bien sûr, il y avait Arsenic, un groupe, c'est ça, un groupe un petit peu moins connu, je dirais, mondialement, avec Quelques gouttes suffisent, sorti en 98. Oxmo Puccino, avec Opera Puccino, qui est un chef-d'œuvre. Allez écouter, surtout la deuxième chanson, qui est extraordinaire dans ses textes. Opera Puccino, sorti en 98. Sinon, bien sûr, encore... excusez-moi, pardon, il y a eu la Funky Family, mais c'est un peu plus en 97, mais pour dire que même des CD qui sont sortis en 97, en 98, ça explosait parce que là, il y a beaucoup trop de groupes. Bien sûr, IAM a comme vraiment ouvert le champ, mais ça l'a aidé. Donc, bien sûr, il y a eu MC Solar qui a sorti en 97, Paradisiaque, Funky Family aussi, Si Dieu veut, mais qui a été encore un méga tube en 98. Aussi Doc Gynéco.
qui faisait partie du ministère amer avec Passy, avec d'autres personnes. Donc là, si des gens en France se disent « Oh putain, il connaît bien là », mais oui, absolument. J'ai beaucoup écouté du rap français grâce à mon frère un petit peu plus vieux. Donc voilà, c'est un peu le tour. Là, c'était beaucoup d'artistes, mais écoutez, autant dans le new metal, autant côté québécois, autant en France dans le rap, ça a été une explosion. Tu sais, d'habitude, les autres années, je dis « Ah, il y a 2-3 albums. » Là, je dis « Oh mon Dieu, il y en a bien trop. Qu'est-ce que c'est ça? » Donc, de tous les albums que j'ai nommés, est-ce qu'il y en a un vraiment que soit vous avez plus aimé que les autres ou qui vous a vraiment plus marqué? Moi, il faudrait que je parle de quoi. C'est pas mon style, mais il faut que j'en parle. Shuriken. Oui, excusez-moi, Shuriken. Excuse-moi, mais oui. si on parle de rap français, pour moi, on faut parler de Shuriken. Où je vis, l'album de Shuriken sorti en 98 qui suivait justement la grosse hype de I Am. Écoutez, cet album-là, c'est un peu encore dans le sens thématique, un peu japonais, cartoon, musicalement, c'est extraordinaire. Il y a beaucoup de flûtes, beaucoup de recherche de son. Là. Tu sais, tu sentais qu'il y avait une méga production, puis surtout des gros labels en arrière d'eux, parce que la qualité, elle a upgradé, mais d'une manière extraordinaire. Donc oui, effectivement, merci beaucoup. Shuriken, où je vis, sorti en 98, c'est un album extraordinaire de A à Z. Surtout pour Samouraï. Tu sais, écoutez Samouraï, pour du rap, là, personnellement, là, quand on me dit « Hey, t'aimes-tu ça le rap? » Oui, j'aime Shuriken, Samouraï. C'est Oui. Ça, pour moi, ça, c'est du rap. À cette époque-là. C'est peut-être moi qui, comme je dis, c'est peut-être moi qui est nostalgique ou qui était un petit peu trop raide, mais c'était quelque chose, là, tu sais. Peu importe votre style de musique que vous appréciez, Shuriken, Samouraï, ça représente très, très bien le rap français de cette époque-là, qui était, sincèrement, là, ça va être difficile à battre. En 98, le rap français, ça battait le rap américain, là. On était très loin. Pas du tout la même chose, là. Oui. Pas tout la même chose, que Shuriken. Hey, pour une fois, c'est moi qui parle de musique, c'est quand même drôle, hein? Parfait, ça. Ben non, ben merci, tu m'avais fait. En plus, je l'avais écrit dans mes top quasiment 100 des meilleurs albums, mais j'ai juste complètement oublié d'y parler. Mais sur LinkedIn. Oui, non, mais c'est ça exactement. Puis toi, Ced, est-ce qu'il y a un album là-dedans, soit Korn? T'as nommé tellement de choses que avec mon TDA, j'ai de la misère à retenir. Rap. Mais moi, j'avais 2 suggestions. Je pense qu'ils n'ont pas été nommés. Il y avait la chanson Iris de Google Doll. Ah ouais. C'est celle-là? Ah oui. Oui, okay. Moi, personnellement, c'est extraordinaire cette chanson-là, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, côté il y en a au Google Dolls, je ne serais pas tant que ça, mais cette chanson-là, moi, perso, c'est un chef-d'œuvre. C'est extraordinaire, c'est bon. Oui. Aussi une des meilleures chansons de toute l'année 98, Getting Jiggy With It. Oh yeah. Will Smith. Will Smith. C'était pas mal pendant le temps de Black Men in Black. C'était pas mal dans ce temps-là. Proche de là, oui. Ouais, c'est sûr qu'on le voyait partout. Là. Ouais. C'est plus comme aujourd'hui. Ça a changé un peu. Ouais. Will Smith, tu le voyais au cinéma, à Musique Plus, tu le voyais partout finalement. Là. Mais on est proche de ces années-là, oui. Bon, mais parfait, Seth. Sur donc tous les artistes, toi, tu choisis Will Smith. Parfait. Ouais. En fait, je choisis pas Will Smith, je choisis la chanson Getting Jiggy With It. Ah, ok, c'est bon. Non, mais c'est vrai, c'est un excellent tube aussi. Welcome to Miami. Ah ouais, c'est des bons souvenirs, ça, effectivement. Donc, ben écoutez, là, ça fait quasiment 30 minutes qu'on en parle de ça. Il s'est tellement passé de trucs. Désolé pour les auditeurs qui est autant, mais c'est hallucinant. Là, on s'est tout dit, il y a trop de trucs à parler. En tout cas, moi, côté musical, je capotais, mais tant mieux. Ça a été une année ultra riche musicalement, cinématographiquement parlant, puis aussi... peu importe, là, dans la Coupe du Monde, tout, là, putain, c'était fou complètement. Donc là, on passe maintenant à la chronique à JP. Est-ce que t'es prêt, mon JP? Pas le choix, hein? Je viens de savoir que c'était à mon tour. Let's go! « 1998, messieurs, comme on a dit, comme on va le dire tout le long de ce podcast-ci, il y avait beaucoup de choix, année très productive. Y a-t-il un film, vous, qui vous a plus marqué en 98 que d'autres choses? Ben, ceux que... Fear and Loathing in Las Vegas. La misère à le dire, mais... Fear and Loathing in Las Vegas. Peur et dégoût à Las Vegas.
Puis toi, de ton côté, JC, y en a-tu un qui t'en revient en mémoire? Je te dis 1998. Ben écoute, rapidement aussi, Fear and Loathing in Las Vegas, là, mais sinon, Titanic, c'était en 80, c'était un petit peu avant, ça, là. C'est pas dans cette année-là que... Oh, c'est pas T'es-tu sûr? T'es-tu Ben, sûr? je sais qu'il y avait la Titanic? chanson My Heart Will Go On, mais sans Titanic, ça doit être peut-être avant 80. Attends. Non, parce non, non. que ce qui arrive, c'est que des fois, ça sort, ça À peut Noël, sortir d'un ça pays sortait dans le temps après des l'année. fêtes. Film. Ah ouais, non, c'est ça, c'est bien écrit, Titanic. 1997. 98? 90, 97 ou 98? Moi, je dirais 97. 97 selon Wikipédia. Mais des fois, c'est que c'est en France qui sort. Tu sais, C'est ils ça. sont tout le temps un petit peu en retard. Fait que peut-être C'est moins en ça. ce moment, là, mais. Je vais vous nommer un film que vous allez dire, ah ouais, j'en suis. Un film québécois culte de 1998 Ouais, avec le beau Roy Dupuis. Ouais. Le Roy Dupuis, connais Tu sais, pas. qu'en 98, il parlait d'un couple homosexuel et tout. Donc, bravo à eux, en 98, de parler de ça et tout. Donc, oui, je dirais j'en suis, moi. J'avais quand même bien aimé ce film. Ensuite, Oui. moi, ce que je me souviens, puis c'est là que j'ai apprécié les trailers policiers, j'ai commencé ça jeune, c'est Ronin. Ronin, comment t'expliquer ça? OK, c'est, premièrement, il y a Jean Reno là-dedans, il y a Sean Bean, que l'homme qui meurt dans tous ses films. Sean Bean, je sais pas si... C'est le frère de James. Comme- James. Je vais faire Sean une blague Bean, avec c'est- Mr. Bean, mais je sais pas qui ma blague. Ah non, mais on était proches. Mais le gars, il meurt tout le temps dans tous ses films. Il est reconnu pour ça. Tu sais, vous écrirez son nom, vous allez remarquer sa face. Il a joué dans Le Seigneur des Anneaux, il fait Boromir. Donc, sa fin est plutôt tragique. Mais Ronin, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est un style de trailer dans le polar. Tu suis des personnes qui se connaissent pas, qui viennent dans des milieux un peu bizarres, qui ont été réunis pour une mission. Puis, voler une mallette à quelqu'un, ça se passe à Paris, c'est super intéressant. Jean Reno fait la personne sur place qui connaît Paris, qui explique un petit peu comment ça fonctionne, où trouver des armes pour pouvoir justement voler une mallette à une personne. Tu sais jamais pourquoi cette mallette-là est importante, tu sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est vraiment typique de ces films-là des années 90 que j'adore. Puis là-dessus, tu sais, il y a une ambiance vraiment cool. Faut savoir qu'un Ronin, savez-vous c'est quoi un Ronin, messieurs? Parce que Pas j'en un tueur en ok, série ou quelque chose. Pas un tueur en non, série, mais un je tueur. vous explique parce que des fois, il y a des jeux qui sortent qui mettent n'importe quel nom ou quoi que ce soit. Il y a un jeu qui est sorti dans les dernières années qui s'appelait Ronin, qui n'est pas en toute l'explication dans le jeu. Je me suis tenu avec un ami, puis je sais comme c'est pas ça un Ronin. Un Ronin, c'est un samouraï qui n'a plus de maître. Donc, tu sais, c'est un petit peu à cette époque-là, tu sais, on a parlé de Shuriken, où est-ce que du côté français, même dans le rap, puis même au niveau du cinéma, il y avait un petit côté asiatique, il y avait la saveur asiatique, là, japonaise. Mais tu suis des personnes sans maître, qui sont là pour de l'argent, qui doivent faire une job, puis à l'intérieur de tout ça, tu as des personnes qui sont leurs supérieurs, tu te rends compte qu'ils travaillent pour l'IRA. L'IRA étant aujourd'hui plus actif, mais à cette époque-là, il faut comprendre que c'était... L'IRA, c'est... Comment je pourrais vous dire ça de façon plus gentille? C'était des terroristes irlandais, ok, qui vendaient des armes partout dans le monde pour se financer contre la couronne britannique. On est en Irlande du Nord, bien sûr. Donc, il y a un petit... Tu vois la magouille là-dedans, autant au niveau international, autant au niveau à l'intérieur. Puis, il y a des très, très bons acteurs. Il y en a un que je fais par exprès pour pas en parler parce que je veux que vous l'écoutiez. Je veux vraiment que vous écoutiez Ronin. C'est un beau film, c'est un bon trailer policier qui représente vraiment les bases un petit peu puis les codes des années 90. Puis Sean Bean là-dedans, c'est super intéressant parce que ils réunissent un peu une unité de bras cassés. Tu sais pas trop d'où est-ce qu'ils viennent. T'en as un qui est en ancienne de la CIA. T'en as un qui s'invente une vie puis qui se pense meilleur que les autres puis que finalement, tu te rends compte que il est plus dangereux que d'autres choses. T'as une fille qui travaille pour l'IRA, elle essaie d'être une bonne personne, façon de parler, là. Elle essaie de pouvoir bien gérer l'unité puis son boss qui, lui, est un big boss de l'IRA Fait que tu comprends que il y a une business, il y a beaucoup d'argent en jeu, avec une équipe de bras cassés qui savent pas trop ce qu'ils font ou comment ils vont le faire. J'en parle vite comme ça, je ne vais pas plus en profondeur parce que je veux vraiment que vous écoutez ça. Ronin, c'est pas tiré d'un livre ou quoi que ce soit, ça a été fait par John Frankenheimer. On l'a pas revu beaucoup au niveau de la réalisation. Il y a pas, moi, c'est un de mes films de 98 que je réécoute au moins facilement une fois ou 3 ans. Écoutez ça. Ça vaut la peine. Trailer policier, trailer d'espionnage. Il n'y a pas tant d'action que ça. Il y en a. Il va en avoir.
Puis c'est à la prise de vue à la française. Fait que il y a une autre saveur. C'est pas, comme j'en parle souvent, j'aime ça voir autre chose que des films américains. Parce que les prises de vue sont différentes, la prise de son est différente, puis même au niveau du scénario, super de bons films, écoutez ça. Je parlerai pas de Cours Lola, parce qu'on en a parlé vite, hein. Mais tu sais, Cours Lola, ça, si vous étudiez en cinéma, des fois, de temps en temps, là, ça, c'est une petite perle. Ça vaut la peine. Écoutez ça aussi. Parce qu'il y a une prise de vue, encore là, à l'européenne, prise de son à l'européenne. Ça peut, pour les nouveaux réalisateurs ou ceux qui veulent devenir réalisateurs, je pense que ça doit faire partie de votre curriculum à écouter. C'est important. Le film que je veux vraiment parler pour 1998, c'est Le Dîner de cons. Hein? Oui. Vous connaissez ça. Je l'ai réécouté hier, toi et moi, on en a parlé hier aussi, JC, on était supposé l'écouter. Finalement, ça a viré sur Astérix et Obélix. Mais en revenant à la maison pour le podcast, j'ai pris le temps de l'écouter. Et sincèrement, là, ce film-là, ça donne une leçon de vie incroyable. Le Dîner de cons, ben, c'est porté par Thierry Lhermitte, grand acteur français qu'on a vu dans plusieurs films. Et c'est très simple. Lui, dans le fond, Thierry Lhermitte, il joue le rôle d'un connard. Réellement. Puis il se cache même pas. C'est un connard qui a son but du jeu avec ses amis, c'est de faire des soirées de cons. Donc, il se trouve un con, puis il l'amène avec ses autres amis, puis il les met en con, puis il les laisse parler, puis ils se foutent de leur gueule. C'est le principe du dîner de cons. Mais faut que tu aies des acteurs absolument incroyables parce que le film se passe seulement pratiquement juste dans une pièce. C'est vraiment une pièce de théâtre portée en film. Parce que ça a été fait sur une pièce de théâtre qui vient de 93. Puis le porter à l'écran, c'est incroyable. Et le jeu d'acteur de Thierry Lhermitte puis de Jacques Villeray, là, c'est comme... Il y a une leçon de vie là-dedans. Sincèrement, là, il y a une leçon de vie. Ne faites jamais confiance à un con. Ne faites jamais confiance à un con. C'est carrément ça. Tu fais des constructions avec des petites allumettes. Oui, mais c'est ça. Tu sais, où ces petites allumettes, puis ils aiment ces allumettes. Là. Il a fait la Tour Eiffel, là, il est bien content de te dire qu'il y a 90 000 petites allumettes pour pouvoir le faire. C'est incroyable. Là. Il est con, là. Il est con, là. Tu le regardes, là. Puis dans toutes ses explications, dans tout ce que... Tu suis ce con-là qui essaie d'aider Thierry Lhermitte, qui s'est barré le dos, qu'à la base, il voulait que du mal de lui. Puis il est pogné avec, puis il demande de faire des choses. Mais encore là, c'est ça le principe du film. Ne faites pas confiance à un con. Parce que peu importe, même si vous donnez des bonnes directives, même si vous êtes à côté de lui et vous dites quoi dire, quoi faire, ça va toujours virer en merde. Mais c'est un film, là, pour le temps des fêtes. Écoutez ça en famille, vous allez rire, là. Il est con, là. Puis juste pour la toune du début. Georges Brassens. Georges Brassens. Tout est bien fait dans ce film-là. Puis c'est surtout, n'oubliez pas, c'est une pièce de théâtre. Ça se passe dans une ou deux pièces. C'est tout le temps, il n'y aura pas d'action, là. C'est pas un film d'action, c'est une pièce de théâtre qu'on te présente d'un gars qui voulait se foutre de la gueule d'un con et que finalement, c'est le con qui ruine sa vie, là, parce qu'il fait confiance, parce qu'il n'a pas le choix pendant un bout. C'est incroyable, là, mais Jacques Villeray là-dedans, tu sais, je sais pas si vous le connaissez un peu, si vous voyez sa face, là, parce que il est mort quand même en 2005. Il est mort, ça fait longtemps qu'il est mort, fait que ça se peut que beaucoup de nos auditeurs, ou même vous le connaissiez pas, mais la soupe aux choux, des choses comme ça. Je vous dis, un jour, je vais vous faire cette chanson-là en harmonica. Tu sais, les yeux, là, écoute, quand il fait le con, ce gars-là, là, il le fait pour de vrai, là. On croirait même pas qu'il acte. C'était un excellent acteur. Mais une très mauvaise personne à avoir en entrevue. Il paraît que c'était une personne il était chiant. Il paraît que c'était un alcoolique. Bref, ça pour dire qu'il était professionnel, mais à la maison, admettons, peu importe, c'était pas extraordinaire. Non, mais c'est sûr qu'il faut pas... si on s'arrête aux personnes... Si on s'arrête aux personnes dans tout ce qui est au niveau musique, au niveau artistique, on n'écouterait plus rien. On n'écouterait plus rien. Il faut comprendre que ces personnes-là passent différemment, font différemment, ils font ce qu'ils veulent. C'est comme Jean Gabin. Là, Gabin, il n'était pas réputé non plus pour être super gentil dans les entrevues. Mais ils font partie du noyau dur, pour moi, des acteurs français de cette époque-là.
qui était incroyable, là, Thierry Lhermitte, puis ça, mettre Jacques Villeray là-dedans qui fait le con. Il l'a tellement, là. J'ai adoré réécouter ce film-là hier soir pour en parler. Écoutez ça. Si vous avez jamais vu ça, OK, prenez-le comme une pièce de théâtre. Parce que ça en est une. Ça en est une, c'est pas un film d'action. C'est pas c'est une comédie. C'est du burlesque un peu. Ouais, c'est ça. C'est parfait. Ça, là, c'est un des films français qui a fait le tour du monde, puis il y a des raisons pourquoi. Ça a été repris une couple d'années plus tard par les Américains, puis je vous le dis, perdez pas votre temps, OK? Pas parce que j'aime pas les films américains, c'est pas ça que je veux dire, c'est Le Dîner de con, ça vient d'une pièce de théâtre française faite, il y a une compréhension là-dedans de la connerie, là, qui est inimaginable. Puis souvenez-vous toujours de tout ça dans votre vie, puis ce film-là l'apporte. Ne vous fiez pas au con, OK? Faites jamais confiance à un con, même si vous êtes dans la merde. Arrangez-vous tout seul. Ça m'a fait penser à un livre que j'ai lu, que j'avais lu il y a une couple d'années, justement, qui parlait de la stupidité humaine. Puis ça, ils montrent toutes les choses pourquoi ça fonctionne pas quand on se fie à un con. C'est incroyable. Super de bon film. Donc le Dîner de con, temps des fêtes, faut vous écouter ça. Suivez des visiteurs, hein? JC, Oui. visiteur, hein? Dîner de con, visiteur, mais ça. Mais s'il veut de la bonne souplette. Et de la bonne souplette, sire! Jour! Nuit! Jour, oui. Nuit! Je termine avec un petit film d'horreur, parce qu'il faut quand même qu'on parle d'horreur un peu, hein? C'est quand même moi. Je peux pas tout le temps être... Même si sinon, ton introduction, ça marcherait pas. Là. C'est des films épeurants, donc let's go, fais-nous peur. Ben oui! Parlons de La Chute de l'Ange. La Chute de l'Ange, Le Témoin du Mal, en français. Mais au Québec, c'était connu pour La Chute de l'Ange. C'est un trailer policier d'horreur un peu. C'est pas, je sais pas, il y avait d'autres films d'horreur qui sont sortis cette année-là en 98 comme Légende urbaine que je trouve ou La Faculté, qui est des très bons films d'horreur d'adolescents. OK? Mais Le Témoin du Mal ou La Chute de l'Ange, on s'en va vers quelque chose d'autre. T'as toujours eu des slashers. Ouais. Un petit peu comme Scream ou Halloween. Halloween également était sorti cette année-là, qui est un vrai slasher. Mais Le Témoin du Mal, je trouvais ça plus intéressant d'en parler parce que on suit un inspecteur de police joué par Denzel Washington, OK, qui vit sa petite vie bien relaxe, mais comme étant enquêteur, il tombe sur plusieurs types de meurtres successifs qui se ressemblent. Puis bien sûr, il commence à embarquer là-dessus au niveau de ce dossier-là. Mais le film commence d'une façon assez intéressante que j'ai toujours appréciée, qui crée bien une ambiance. On commence par la fin. Ça, on l'a vu dans plusieurs films. C'est pas nouveau, c'est pas typique de ce film-là. Mais on commence par la fin, donc on commence par sa mort. Puis il y a un point de vue vraiment intéressant, c'est que tu suis ce qu'il pense. Donc, tout le long du film, il y a sa petite voix, tu suis sa petite voix intérieure qui pose des questions ou qui fait des résolutions ou qui fait des liens par rapport autant au tueur en série que sa vie régulière. Fait que ça crée vraiment un personnage profond qui est intéressant où est-ce qu'on va s'attacher, qui vit qui vit en tant qu'inspecteur avec son collègue qui est joué par John Goodman, que j'ai toujours adoré aussi. Il y a la face de l'emploi. Puis, dans le fond, ce film-là, on suit La Chute de l'Ange. Il faut comprendre une chose, c'est qu'on suit un démon. Puis c'est là l'horreur un peu dans ce film-là, c'est que de Denzel Washington qui suit un tueur en série, qui est jamais la même personne parce que le démon, là-dedans, qui s'appelle Azazel, en passant, c'est un démon qui existe dans la chrétienté, puis qui est plus vieux. Fait que je trouve ça intéressant qu'il en parle aussi là-dedans. Ça apporte un peu d'histoire. Donc, on suit Azazel, puis la particularité d'Azazel, autre que d'être un tueur et un démon, bien sûr, c'est qu'au toucher, il peut se déplacer de corps en corps. Donc, tu te fais toucher par Azazel rentre dans ton corps, puis il décide de ce que toi, tu fais. Tu es juste un témoin. Fait que les personnes qui deviennent tueurs en série, qui sont pognés ou qui sont tués, ou peu importe, sont pas responsables de leurs actes parce que c'est Azazel qui le fait. Ils sont juste spectateurs. De là, le témoin du mal. En français, je pense que le terme du film Témoin du mal est plus proche de la réalité de ce qui se passe que La Chute de l'Ange. Bien sûr, Azazel est un ange, il a chuté, mais je trouve que Témoin du mal reprend mieux un petit peu la philosophie du film, c'est que des personnes qui sont prisonniers dans leur corps, qui font des actes absolument atroces, mais absolument atroces,
puis par la suite qu'ils sont pas responsables de l'avoir fait. Mentalement, c'est freak, là. Mais il y a tout le temps, c'est pour ça que Denzel Washington pense à un tueur en série, il y a tout le temps les mêmes magouilles, la même façon de faire, la même façon de tuer, ou des choses qui s'en rapprochent. Puis en plus, l'ange déchu s'amuse à tirailler un peu Denzel Washington. Il laisse tout le temps des petites notes, des petites quoi que ce soit, pour qu'il puisse poursuivre l'enquête. Puis il est tout le temps suivi. Fait que tu sais, Denzel Washington, à un moment donné, dans le fond, le personnage, c'est John Hobbs. Mais John Hobbs, il se promène dans la rue, puis à force, à un moment donné, il finit par comprendre, il finit par suivre, il n'est pas le premier qui pourchasse ce tueur en série-là. Puis en creusant, il trouve d'autres personnes au fil du temps, ou d'autres qui sont mortes ou qui n'ont pas réussi, parce qu'il y a un trip que ce démon-là aime, c'est s'acharner sur les bonnes personnes. S'acharner sur les personnes qui veulent le bien. Tu sais, Denzel Washington, John Hobbs là-dedans, c'est une personne qui est droite, c'est une personne qui est droit dans ses chaussures, puis c'est un bon inspecteur, c'est un bon père, il essaie d'être le meilleur père de famille. Puis c'est ça que l'ange déchu, Azazel, aime, c'est détruire ce genre de personnes-là, les rendre paranoïaques, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, là, pensez-y 2 secondes. Vous marchez dans la rue, OK? Il y a une vieille dame qui vient vous voir, puis qui te dit une chose par rapport à ta vie personnelle. Tu essaies d'avoir une discussion avec, elle touche à une autre personne, puis là, il se promène dans la foule, puis il commence à t'écœurer. Ça peut te rendre longtemps paranoïaque. Fait que, tu le vois au fur et à mesure, il fait comme, hey, c'est-tu réel, ce qui se passe dans ma vie? Voyons, les anges et les démons, ça n'existe pas. Plus il creuse, plus il se rend compte que Azazel adore s'attaquer à ces personnes-là. Il adore foutre la merde partout. Puis en plus, si moindrement t'es... comment je pourrais dire ça? T'es un bon citoyen, une bonne personne, ces choses-là, c'est sûr qu'ils vont venir s'attaquer à toi et à ta famille. Puis la fin de tout ça, tu suis un inspecteur qui veut sauver sa famille. Il représente vraiment tout ce que Azazel déteste et qu'il essaie de détruire. Puis c'est pour ça que les deux font 2 excellents protagonistes dans le film. Azazel, tu sais pas c'est qui. Azazel a tout le temps un visage différent. Tandis que tu suis tout le temps John Hobbs, qui est tout le temps une personne raisonnée, qui essaie de comprendre. Mais à un moment donné, ça peut mener vers la paranoïa, jusqu'à temps qu'il décide d'accepter le fait que ça se pourrait que ça existe, que Azazel existe. C'est là qu'on arrive vers la fin du film, où tu vois pas ça souvent, tu vois ça très rarement au cinéma, mais tu vois une fin qui va pas être nécessairement belle, bonne, ou ça se peut que tu comprennes, tu te dises, Chris, c'est pas un film doux, mais sans violence. Fait que c'est un film qui est profond, qui est dark, qui suit un petit peu l'âme humaine, comment les procédés, comment ça fonctionne. Pour certaines personnes, une personne qui peut être jugée bonne par certains, tu te rends compte qu'ils peuvent être extrêmement méchantes ou qu'ils peuvent être corrompus. C'est un film qui est complet. La Chute de l'Ange, c'est pas un film d'horreur dans le vrai sens du terme, comme si vous écoutez La Faculté, qui est sorti en 98, qui est un petit peu plus, qui est un super de bon film, mais plus un petit peu un film d'adolescent, ou comme Légende urbaine que j'ai parlé vite, où est-ce que il y a un tueur en série qui tue en fonction de certaines légendes urbaines. Mais ça vaut la peine aussi, hein. Écoutez, avant d'écouter La Faculté, j'écouterais Légende urbaine. Surtout les plus jeunes qui n'ont pas connu ces années-là, vous allez voir que les légendes urbaines, il y en a qui reviennent de décennie en décennie, qui sont toujours les mêmes. Là, nous, on n'avait pas de Slenderman quand on était jeunes ou des choses comme ça, mais sinon, ça vaut la peine. Fait que, Le Témoin du Mal... Tu as des notes à donner sur 10, JP, pour les 3 films, ça serait Témoin quoi? du Mal, j'y donne un 4. Dîner de con, j'y donne un 4.9. J'ai jamais donné ça. Ah ben ouais, ça c'est... J'ai jamais donné ça. Ça se mérite. Ça se mérite. Ça, c'est tout un film. Tu sais, je vais y aller à ça. Puis le troisième, écoute, j'ai parlé de plusieurs films en même temps. Le troisième, c'était quoi? De quoi j'ai parlé? On a parlé beaucoup de films, mais le dernier, c'était le truc avec Denzel Washington. Témoin du Mal, je donne un 4. Témoin du Mal, je donne un 4. Le Dîner de con, je donne un 4.9. Puis vite comme ça, comme j'en ai parlé, La Faculté, écoutez ça, bon film d'adolescent, d'horreur adolescent, là, c'est léger. Comme Légende urbaine, je donne la même chose, je donne un 4 aussi. Ça représente bien nos années, nos petits films d'horreur là, quand on était jeunes, un espèce de Scream, mais refait un peu différemment. Fait que super belle année, j'ai eu beaucoup de misère à choisir pour 98, tellement qu'il y en a. Mais je tenais à parler du Témoin du Mal et surtout du Dîner de con. On arrive vers le temps des fêtes, désolé d'avoir dit ça, parce que normalement, il ne faut pas mettre de date, mais écoutez ça en famille pendant le temps des fêtes.
C'est très important. Suivez tes petits frères. Ou en été. Peut-être en 2027 ou 28, on ne sait pas. Puis sinon, à la maison, là, c'est de demander une note sur 10. D'habitude, c'est sur 5. Donc là, faites vos calculs à la maison. Donc, ça devrait être environ 2 points quelques sur 5 et 4 points quelques sur 5. Mais merci beaucoup, JP. Effectivement, 98, c'est foisonnant de toutes choses, hein, musique, cinéma et tout. Donc, merci infiniment, JP. Scrap. Les gars, si je vous disais, je suis un crotté, je suis juste un égocentrique, un pas de classe, un courailleur va-nu-pied, ça vous dit quelque chose? Daniel Boucher. Yeah, exactement, notre grand Daniel Boucher, hein, qui est un artiste, auteur, compositeur, interprète, qui est né en 1971, qui a été révélé au grand jour, dans le fond, mais 1998 avec 10 000 matins. Puis il a été reconnu, dans le fond, pour son écriture sincère. Ça changeait du rythme de ce qu'on entendait avant. Son langage populaire assumé. Hein. Il y a plusieurs phrases ou mots qu'il a inventés de son propre cru pendant cet album-là. Sinon, puis son énergie aussi scénique était assez spéciale. Je me souviens de les premiers spectacles, je crois, qui venaient avec un fauteuil... un fauteuil ou un divan, en fait, sur stage, puis il était nu-pied. Donc, tu sais, c'était vraiment un peu, il sortait de la... C'est comme c'est qui, cette bébête-là? Donc, puis il demeure, une des voix les plus marquantes de la chanson populaire contemporaine. Contemporain, ça fait quand même presque 30 ans, donc je sais pas à quel point que c'est encore... contemporain tant que ça, mais c'est ça. Donc, quand Daniel Boucher il a lancé 10 000 matins en 98, il savait pas encore le Québec, mais il s'apprêtait à accueillir l'un des albums les plus marquants de la chanson francophone moderne. Puis c'est arrivé, dans le fond, dès les premières notes de cet album-là. Il n'y a pas une grosse production ni d'artifice inutile. Donc, c'est vraiment... puis il y a une voix rauque, là, je dirais, puis habitué de Boucher, c'est avec sa guitare, ses mots et tout. Donc, il y avait quand même une certaine simplicité dans tout ça. Mettons le meilleur exemple. C'était-tu lui qui avait fait La petite abeille travaille fort, biz, biz, biz? Ouais, exactement. Ouais, tu t'en bien travaillé fort, buzz. Oui, exactement. La Désise, justement, qui a été son plus gros hit ever, hein, qui a été son premier, le plus gros. Donc, Daniel Boucher, il a écrit comme il parle. Tu sais, il y a vraiment quelque chose de spontané, quelque chose qu'on n'avait pas entendu au Québec avant. Puis, ses thèmes, souvent, il va parler du quotidien, il va parler d'un espoir fragile, des matins trop longs, des lendemains incertains. Puis, dans le fond, ça a été la pièce, La Désir, justement, comme j'avais dit, il est devenu momentanément une chanson emblématique, dans le fond, avec son langage populaire, comme je l'avais dit, un crotté, un va-nu-pied, puis tout ça. OK, les premières phrases, il dit, tu sais, je suis un crotté. Wow, ça lance bien cette chose-là. Donc, t'es comme, OK, c'est qui cette bébite-là, tu sais? Donc, 10 000 matins, qui a eu vraiment un gros succès. Puis, dans le fond, les chansons populaires... Voyons, il y a eu justement La Désise, mais il y a aussi, moi personnellement, une de mes chansons préférées, Le Poète des temps gris. Je ne sais pas si vous l'avez écouté, c'est une balade un peu nostalgique, triste et tout, mais qui c'est vraiment un poète dans le fond, puis qui dit bon, mais les moments les plus gris, puis tout ça d'une vie. Hein. Des fois, c'est pas toujours joyeux la vie. Et il l'a bien expliqué, je trouve. Puis c'est vraiment, prenez le temps. Encore plus que La Désise ou, admettons, Aidez-moi, Boulamite aussi, qui a été un gros hit, là. Mais je trouve la chanson la plus belle de son répertoire, personnellement, c'est Le Poète des temps gris. Donc, c'est vraiment une chanson à écouter. Mais la gang de malade, c'est quoi? C'est dans Désise? C'est dans La Désise, ouais. Je suis content que tu ressortes ça. Daniel Boucher, là, je m'en rends compte, tu sais, je suis en train de lire un peu sa biographie, puis le mec a terminé, je vais en rembarquer sur ces albums-là. Mais je suis content que tu me présentes ça. C'est quelque chose que je me souvenais plus puis que j'avais apprécié. Ça fait vraiment du bien. Oui, absolument. Ça a tellement été un gros hit que c'est ça, son deuxième album, ça a été vraiment plus tard parce que pareil qu'il a rushé un peu avec tout ce truc-là de... Tu sais, ton premier album, tu deviens mainstream directement. C'était quand même intense parce qu'il a vendu quand même 250 000 albums. C'est énorme. Tu sais, dans le temps... C'est énorme. Maintenant, c'est un chef-d'œuvre. Maintenant, dans le temps, c'était très considérable. Mais c'est ça, avec du recul, dans le fond, c'est plus qu'un succès d'époque. Là, tu sais, ça l'a été plus générationnel. Puis même encore en ce moment, on réécoute ces chansons. Puis je trouve qu'il y a vraiment une grosse différence entre le premier et le deuxième album. Deuxième album, La Patente, j'ai un peu moins trippé. Mais premier album, écoute, c'est comme j'ai dit, j'ai trop entendu La Désise, surtout à la radio, donc en année, ça l'a un peu essoufflé l'intensité de la chanson. Mais écoute, il y a Boulamite qui est extraordinaire, tu sais, qu'il y a un petit moment au milieu, c'est un genre une toune un peu de rap
électro, puis là, lui, il est comme, OK, Boucher s'avance, puis là, il se prend comme s'il était dans une équipe de hockey avec, tu sais, donc, t'es quand même, c'est qui cette bébite-là? Mais c'est le fun, il est arrivé comme ça, puis c'était vraiment unique. Tu sais, tu pouvais pas dire, il ressemble à telle personne. Il y a peut-être les inspirations de plein de... J'allais dire Mario Pelcha, mais c'est pas du tout ça, là, mais heureux de printemps qui me chauffe la couenne. C'est qui? Ça, c'est quoi? Paul Piché un peu, tu sais, je dirais la personne qui pourrait ressembler le plus, mais après ça, il y a sa sauce bien personnelle. D'ailleurs, je suis allé le voir il y a 3-4 ans qui faisait justement je pense que c'était déjà le 20e anniversaire. Oui, c'était en 2018, donc c'était le 20e anniversaire. Le temps passe si vite. Eh oui, donc c'était le 20e anniversaire, puis il a joué, puis c'est vraiment une bête. Il est unique, ce gars-là. Vraiment, c'est un bon rocker, puis en même temps, tu sais, pour la cause souverainiste aussi, il a très clairement dit, je suis souverainiste, je suis c'est pour ça, il y a la l'avancement chanson du Québec chez et nous, tout. là, chez nous, moi, Ouais, chez nous, oui. Je pense qu'elle a juste été enregistrée live. Exactement, oui. Je sais pas si c'est pendant justement, justement. mais justement, Ouais, je pense que c'était dans une Saint-Jean ou peu importe, avec un petit texte au début. Donc, tu sais, c'était vraiment porteur d'espoir et tout. Avec les Cowboys fringants, tu sais, le renouveau après l'échec de 95, un peu dire, bon, mais qu'est-ce qu'on devient de Québec? Qu'est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on peut redevenir un peu plus fier? Donc, tu sais, lui a fait partie de ça, comme avec les Cowboys fringants, comme avec Loco Lacasse aussi. Tu sais, c'est proche de ces années-là, ça a été une fusion un peu de reconquête, un peu de réidentité québécoise que j'ai trouvé bien. Mais non, c'est ça, somme toute, c'est un album extraordinaire à écouter de A à Z. C'est très bon. C'est comme il a dit, il n'y a pas trop de flafla. C'est vraiment guitare, voix, il y a un petit peu d'électro ici et là, mais c'est parfaitement fait. Un très bon enregistrement. Donc voilà, Daniel Boucher qui a sorti son album 10 000 matins en 1998. Donc allez écouter ça, allez encourager un peu les artistes québécois. Chose intéressante à son propos, tu sais, j'aime bien ça, un artiste engagé qui va jusqu'au bout. En plus, il est conseiller municipal. Actuellement, il est encore aujourd'hui, de 2021 à 2025, il est conseiller municipal. Bon, c'est en Gaspésie, c'est pas très, très gros, mais tu vois qu'il suit pas mal tout ce qu'il dit. Il est conseiller municipal à Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Un village de 4 habitants. OK, je pensais que c'était vrai parce que je voyais ça qui était en train d'écrire. Je dis, voyons. Non, il y a quand même 1047 habitants. Pas 4 habitants, mais OK. Il y a quand même 1047 habitants. C'est pas très, très gros. Oui, au moins. OK, few. Il est quand même conseiller municipal. Fait que, oui, c'est un compositeur, musicien, tout. Le gars, il travaille, comme on dit. Absolument. Puis pour terminer, dans le fond, j'ai une petite anecdote. Lors des tournées de 10 000 matins, Daniel Boucher était connu pour sa proximité avec son public, bien sûr. Puis un soir, dans notre ville, à Québec City, il a interrompu son spectacle en plein milieu d'une chanson parce qu'il y avait, aperçu dans le fond un fan qui avait visiblement du mal à chanter avec le reste de la salle. Donc, au lieu de continuer, il l'a invité à monter sur stage et à chanter avec lui. Puis le public a explosé d'enthousiasme et tout. Puis ce fan-là est devenu un petit héros local pour avoir partagé ce moment unique avec son idole. Donc, tu sais, c'est une petite anecdote comme ça me tentait de dire. Donc, vraiment, personne attachante. C'est une bébite, encore une bébite à ce jour. Prenez le temps de l'écouter. Puis comme tu as dit, JP, entre parler puis faire de l'action, faire des paroles. Puis je respecte ceux qui se concentrent que sur la musique, mais il y en a qui utilisent l'action directe. Donc, aller voter, aller faire des choses directement pour son peuple, pour sa ville ou peu importe. Donc ça, en plus, comme tu as dit, c'est quelqu'un d'impliqué, mais dans ses paroles, mais aussi dans sa vie. Donc ça, là-dessus, je lui lance des fleurs parce qu'écoute, on a besoin de plus de gens comme ça au Québec. Donc voilà, 10 000 matins, Daniel Boucher, allez écouter ça, c'est excellent. Sinon, mesdames et messieurs à la maison, est-ce que vous êtes prêts pour le meilleur moment de ce podcast? Là, je vous entends pas parce que vous êtes en train d'écouter ça, mais sinon, vous, les chroniqueurs, est-ce que vous êtes prêts? Oui! Oh yeah! Let's go! Historico Quiz présenté par Ted the Red. Eh oui, c'est maintenant l'heure de l'Historico Quiz 1998. Yes. Alors, on va commencer en testant les buzzers. GP. Pas le temps de faire le party.
On va en profiter pendant qu'il est encore là. Ouais. Jean-Christophe. Choubidouap. Choubidouap. Je vous rappelle aussi qu'on Yes. a maintenant le palmarès des résultats de l'Historico Quiz. Alors, JP remporte avec, pour le moment, 4 victoires. Alexandra a 1 victoire et JC a 0 victoire sur 5 Aujourd'hui, matchs. ça se Alors, fait avec JC. c'est ça. La dernière fois, on sentait que J avait le couteau entre Le les feu au dents cul. Oui. et qu'il allait remonter. Alors, on commence avec la première question. En mai 1998, le groupe de musique français Mano sort une chanson tube avec plus de 1,5 million de singles vendus. De quelle vallée cette chanson parle-t-elle? Est-ce que c'est A, la vallée de Valleyfield, B, de la vallée des Avalées, et non, ce n'est pas le titre d'un film pornographique, C, Valérie Giscard d'Estaing, Oh, fallait que tu sortes celle-là. D, la vallée des réputations, ou bien E, dans la vallée de Dana, la la la. Chibidouap. Wow, Jean-Christophe est très rapide. Chibidouap. Écoutez, puis je l'ai même pas nommé, hein. Mano aussi en 98, un extrêmement bon album, Panique Celtique, qui était un band parisien, hein, de Paris. Ah ouais? C'est pas genre des Bretons ou? Oui, d'origine bretonne. Et d'ailleurs, allez écouter ça. Moi, j'ai pris le temps de dire La Vallée de Dana. Il doit avoir une chanson, ou peu importe. J'ai découvert justement le gars qui a créé cette chanson-là. Trimatolodia wanda. On écoutait hier. Donc, c'est extraordinaire, Ben oui, hein, JP. et on a Ouais, entendu- donc, c'est depuis ce temps-là, je suis un méga fan de cet artiste-là. C'est extraordinaire. C'est un peu plus rock, un peu des années 70. C'est très spécial. Et c'est un breton, en fait. Donc, voilà. Donc, c'est La Vallée de Mais Panic Dana. Celtic, en plus, là, sincèrement, là, j'avais Oui. l'album. C'est C'était concept, en concept. plus. Il y avait, ouais. il y avait plein de tunes là-dessus. Il n'y avait pas juste la vallée de Dana. Il y avait la confession. Tu Non. écoutais les derniers moments Oui. d'une personne. Merci beaucoup. Ouais. L'avenir est un Ouais. long passé. Que ça Oui, c'était effectivement. spécial. Tu avais J'entends le loup, le renard et la belette. Oui, mais il y avait d'autres. Cet album-là, là, il est complet. Il est vraiment complet. Il est complet autant parole que Oui. musicalement aussi. Tu te sens en Oui. Bretagne, hein? Tu te sens dans une grande vallée, là. Ils ont réussi cet album-là, même avec l'introduction qui disait, tu sais, les druides, avec Oui, telle oui. personne. Puis, tu sais, ils donnent vraiment un C'est truc vrai. un peu druide. Puis, c'était hot. C'était vraiment bien fait. D'où le pourquoi que ça a autant explosé. Mais c'est quoi d'extraordinaire? Donc, La Vallée de Dana, décède. Et non, ben en fait, c'était E, oui, mais t'as bonne réponse. C'était Jean-Christophe qui prend Ça un. aurait été drôle qu'il ait pas eu la bonne réponse puis qu'il ait parlé de ça tout le long. Ça aurait vraiment. C'est ça. Ça aurait été parfait. Droit de réplique. Ça aurait été parfait. Alors, c'est ça, il y avait D, la vallée des réputations, qui est un disque de Jean Leloup, Valérie Giscard d'Estaing, qui est un ancien président de la République française et qui a une soupe qui porte son nom, la soupe VGE aux truffes, qui a été créée par Paul Bocuse. On en avait parlé dans un On dit des bonjour anciens à Paul. podcasts qui ne verra Oui. jamais le jour. La vallée des Avalées, en fait, c'est un film, pas un film, c'est un livre de Régent Ducharme et qui pourrait être presque le nom d'un film pornographique. La vallée de Valleyfield est une vallée, en fait, où il y a beaucoup d'artistes qui viennent de là. Je ne sais pas si tu as remarqué. Absolument, on dit bonjour à nos nos amis Campi Valenciens, hein? Parce Oui. que oui, je sais comment les gens de Valleyfield s'appellent. Alors, poursuivant avec la question Guillaume, je numéro... t'aime. Voilà. La question numéro 2, le 15 avril, sortie du film Le Dîner de con dont on a parlé plus tôt, réalisé par Francis Weber avec Jacques Villeray et Thierry Lhermitte. Laquelle de ces citations ne se trouve pas dans le film? Oh yeah. Est-ce que c'est A, il a une belle tête de vainqueur? B, c'est cruellement fatigant d'être intelligent. Je ne sais pas, faudrait que j'essaie. Je viens de vous le dire, juste le blanc. Votre prénom, c'est François, c'est juste? Eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste. Hey, ben, je vois encore les yeux qui comprennent rien, là, tu sais, mais qui comprennent absolument rien, là. Ted reprend cette belle hymne. On D, t'écoute. oh, shit, l'OM, oh, shit, l'OM, oh, shit. Et ma femme. Quoi? Il a oublié ma femme. Il fait le clown pendant 5 minutes et il a oublié ma femme. Ah, la boulette. On a le film! F. Ouais. F. La guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. Les témoins sont ouverts. Pas le temps de faire le party. Ouais. Oui, JP.
Il a une belle tête de vainqueur. Non, mauvaise réponse. En fait, c'est une citation, on répète la question, une citation qui ne se trouve pas dans le film. Choubidouap! Oh, droit de réplique à Jean-Christophe. Le dernier, parce que ce n'est pas un film français, mais bien un film québécois. Oui, la guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. C'est du film La guerre des tucs. C'est plutôt la guerre. C'est pas une raison pour se faire mal. Voilà. Alors, c'est ça, c'était toutes des citations du film. Ouais, mais je viens de me faire rappeler JP quand il est content d'avoir signé le film. Ben, écoute, Ouais. Il Il appelle même pas pour ça, le gars. même pas pour ça, tu sais. En plus, il oublie sa femme, puis là, il est même... En plus, avec son entendement, oui, je fais partie, je suis un réalisateur belge. Je vous appelle concernant je fais votre livre. Je les fais des productions du frites. plat pays. Je suis belge, j'espère. J'ai aussi pour expliquer là, pour le Juste Leblanc, c'est qu'en fait, c'est ça, il y a un personnage qui s'appelle Juste Leblanc. Et Juste, c'est ça, c'est son prénom Juste. Et puis lui, il comprend pas, il pense que c'est juste. En fait, c'est Leblanc. Fait que juste en l'expliquant. Moi, je l'ai besoin d'expliquer, mais ouais. Puis juste vous dire une mini anecdote, quand j'étais serveur, en année, j'ai servi quelqu'un, puis j'ai dit, est-ce que vous êtes prêt à commander? Et lui, il m'a regardé droit dans les yeux. Oui, je suis belge. D'accord, moi je suis québécois. D'accord. Il avait mal entendu, mais j'ai trouvé ça très drôle. Je suis comme, les Belges sont fiers d'être Belges. Parfait, donc bonjour la Belgique. Alors, c'est poursuivant avec la question numéro 3, 2-0 pour Jean-Christophe qui est en feu. Question numéro 3, oui. Ouais, je parle en bruit de foule ou quelque chose. Dans quel film l'acteur cascadeur Jackie Chan a-t-il joué en 1998? Est-ce que c'est A, Le flic d'Hochelaga? B, Boulevard des Caries, heure de pointe fatale, un jeudi après-midi? C, Le biscuit chinois? D, Le retour du biscuit chinois? E, il n'y avait pas de proverbe dans le biscuit chinois. Ou bien F, Heure limite avec Jackie Chan et Chris Tucker. Là, c'est pas le temps de faire le party. Ouais. JP, ouais. Rush Hours. Heure limite, effectivement. Heure limite, Rush Hour, qui ont fait 3 films. Le flic, en fait, je me suis inspiré de films, modifié des noms de films dans lesquels Jackie Chan a déjà joué. Le flic de Chaga était en fait le flic de Hong Kong. Boulevard des Caries, heure de pointe fatale, un jeudi après-midi, ça, c'est une création. Le biscuit chinois, en fait, le film, c'était Le Chinois de Big Brawl. Le retour du biscuit chinois, c'était Le retour du chinois de Protector. Et il n'y avait pas de proverbe dans le biscuit chinois. C'est aussi une création de ma part. Alors, 2-1, c'est un match enlevant. Question numéro 4. Tu sais, avec ta tonalité de voix, c'est un match enlevant. Vous avez... Je me suis senti comme dans un truc de soirée canadienne. Là, est-ce que vous êtes là, puis les vieux? Ouais. Moi, je te vois comme... Le monde est en feu. Je te vois exactement comme le Romain dans les 12 travaux d'Astérix. Vous avez réussi. Question numéro 4. Quelle équipe de NBA remporte le championnat de 1998? Est-ce que c'est A, les Snickers de New York? B, les Shawarma d'Alabama? C, les Chicken Wings de Buffalo? D, les Skittles de Rainbow City? Ou bien E, les Bulls de Chicago? Les témoins sont ouverts. Oh, ben, schlack. Oh, Jean-Christophe? C'est tentant de dire toutes les autres réponses, mais je dirais surtout que dans la logique des choses, ta dernière réponse est souvent la bonne. Je vais dire la dernière. Ouais, à l'époque, ouais, c'était tout le temps. Oui, on voit que ça date. Ouais, ça, c'est des anciens historical quiz que je reprends, mais ouais, ok, on va changer ça pour la prochaine question. Oui, effectivement, Bulls de Chicago qui remporte avec le Michael Jordan. Oui. Hein? Question numéro 5. En fait, c'est une victoire. On ne gardera pas le suspens. Jacques-Christophe est maintenant à 3-1. Sa première victoire depuis là. Ouais, Jay, sort tes bruits de machine. Merci, je voudrais remercier mes parents qui ont toujours été là pour moi. Merci. Alors, question numéro 5. On va quand même poursuivre. Peut-être qu'il va pouvoir creuser l'écart. Question numéro 5. Sortie du film Les Visiteurs 2, Les Couloirs du Temps. Quelle citation n'est pas tirée du film 1, le premier ou le deuxième? Est-ce que c'est A, il faut qu'on fasse labeur à Dame Béatrice la Poufiasse? Ça, c'est une que Jay s'aime bien. Et on lui pèlera le chant comme au bailli du Limousin, qu'on a fondu un beau matin, qu'on a pendu
avec ses tripes. Voilà. Ou bien C. Mais qu'est-ce que c'est que ce beans? D. Merci la gueuse, tu as un laidron, mais tu es bien mignonne. Tu es bien bonne. Tu es bien bonne. Je le connais pas par cœur. Hein. Ça a été bizarre. Tu as un laidron, mais tu es bien mignonne. Il enlève même pas le saran wrap. Ah non, ça dure plus longtemps. Est-ce que c'est E? Monsieur, je parle chinois. Dégagé. OK? OK! Ma mère avait pour nom Gwendoline. Elle est morte dévorée par les loups parce que notre père, qui était parti pour boire à la taverne du Duchesneau, a crevé gelé dans les temps à cause de son pied beau. C'est dingue, non? Faut que je Bien, G. Faut que je réécoute le film. Ou bien G. Jour. Nuit. Jour. Nuit. H. Messire en sarrasin. Ou bien I. Si je vous comprends bien, vous êtes en train de me dire à la prochaine fois. Et témoins sont ouverts. Là, c'est pas le temps de faire le party. Oui, JP. Effectivement, si je vous comprends bien, vous êtes en train de me dire à la prochaine fois. Ce n'est pas la phrase que Jean-Christophe va dire à la fin de ce podcast-ci, mais c'est bien une phrase qui a été dite par René Lévesque. Effectivement, c'était tous des citations de du film, soit Les Visiteurs 1 ou 2, principalement du Visiteur 1, je crois. Principalement. Alors, vraiment des répliques très drôles. Je rajoute I qui est des pommes, des poires et des Scooby-Dooby-Doo. Hein? Dans le deuxième. Ah ouais? Qui chante ça? Oui, Ça me dirait. avec c'est le chanteur, tu sais, un petit chanteur là, Ah, au mariage? qui jouait dans Les Bronzés font du ski, là, celui qui dit est-ce qu'on a des chances là, mettons qu'on ait pris les deux là, qu'il se passe de quoi entre nous là. C'est Ça pendant il le chante mariage, ça. quoi, qu'il chante? C'est un crooner, oui, pendant le mariage, puis lui arrive avec son débouche toilette, puis il est comme pomme, poire, Scooby-Dooby-Doo. Si t'es pas fan de Visiteurs, tu comprends absolument pas ce moment-là, sinon tu riboues. Voilà. Alors, c'est ce qui met fin à cette sixième Historico Quiz sur l'année 1998 avec une victoire une première victoire de Jean-Christophe avec un score de 3-2. On va aller marquer ça dans le tableau ici. 3-2. Oui, marque-les. Alors, 3-2, victoire de Jean-Christophe. Alors, c'est ça. C'est fini de mon côté. C'était le fun, là. Est-ce qu'on part le jingle? Ah, c'était malade. Et oui, c'est déjà la fin de ce magnifique podcast 1998. Comme à l'habitude, j'aimerais remercier mes fidèles collaborateurs. Je vous aime. Merci d'être là. Seth the Red ainsi que JP. Je vous remercie énormément. Les gens à la maison, bien sûr, allez nous écouter un peu partout. Maintenant, là, on est partout sur YouTube, tout ça. On a la chaîne. Il manque juste Twitch. Twitch puis TikTok, c'est la seule affaire qui manque. Mais Ced s'attelle 24/24 à terminer ça. Il est sur le bord de le terminer. Je vous remercie encore. C'est bien sûr la fin de pas mal de notre première saison. On est en 2025, ça on peut le dire. On est en été, au début, à la fin, on ne sait pas. Mais l'édition 2025 est terminée. Mesdames et messieurs, sachez qu'en 2026, là, nous arrivons là, avec un brick et un fanal. Vous allez avoir des épisodes régulièrement. Tout va être sa coche. Ça va être bon. On a trouvé notre rythme. Je vous remercie infiniment, les gens. On dirait que de plus en plus, il y a des gens qui en parlent ici et là, surtout de notre côté. Tout le monde en parle. De notre côté, qui en parle de plus en plus. Donc, merci infiniment de prendre le temps. Et comme j'ai dit, peu importe où est-ce que vous êtes dans le monde, sauf si c'est un VPN puis que c'est un Québécois qui est en Chine ou peu importe, écrivez-nous, dis je viens du Gabon, je viens de la Chine, je viens ici, ça, je vous écoute. Écoute, ça va être notre paye. C'est vraiment cool parce que déjà là, moi, je suis très curieux. Je demande à la personne si c'est vraiment un Allemand ou un Français qui est en Allemagne ou peu importe, qui a pris le temps de nous écouter. Dankeschön. Prenez le temps de venir nous voir. Puis écoutez, si ça vous tente, je ferai des introductions en plusieurs langues comme ça pour vous dire merci. Donc 2026, là, il faudrait que j'en fasse une en allemand. Ça va me faire plaisir. Donc, merci infiniment à Ced encore. Oui, merci. Et voilà, parfait. Et JP, merci encore, toujours là, toujours là. Ça fait plaisir. En plus, on fait ça à chaque fois on rit. Fait que pourquoi on arrêterait? Le bonheur est là. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Continuez. En 2026, on va être là, ça coche. Merci infiniment. Partagez-le à tout le monde. On veut vraiment que ça grossisse et tout. Donc, 2026, here we go. On s'en vient. Ça va être le fun. Merci infiniment à la maison. Puis on se revoit en 2026 pour un podcast parmi tant d'autres.